Hola a todos, qué bueno saludarlos de nuevo y como siempre deseando se encuentren muy bien. Yo soy Dani Mora, quien les acompaña en este proyecto y bueno, siguiendo un poco en la lógica o en el orden de la psicopatología, hoy traigo para ustedes una nueva entrevista que lleva por título La psicopatología y una visión gestáltica específica del desarrollo. Por supuesto, esto nos hace preguntarnos algunos asuntos que por supuesto vamos a develar o a intentar resolver en este encuentro. Por ejemplo, la terapia Gestalt ofrece o ha ofrecido una teoría del desarrollo infantil y de la adolescencia coherente con la teoría de campo. ¿Cómo se desarrolla una psicopatología? ¿Cómo se fundan las huellas? Y hay una frase que me ha llamado mucho la atención que es: el niño coreografía su mundo y danza la situación en una especie de hueco de un paisaje parental. Vamos a desplegar esto y un poco más en la siguiente entrevista. Quien nos va a estar acompañando desde Francia, Pierre-Yves Gariouf. Les voy a presentar un poco del perfil profesional de nuestro facilitador. Su formación universitaria lo introdujo en la terapia Gestalt en el año 1979. A pesar de esta larga asociación con la terapia Gestalt, siempre se ha sentido atraído por otros campos de la psicoterapia, desde las neurociencias al psicoanálisis, pasando por la filosofía y la antropología, así como por el campo de la expresión corporal. La elección de la terapia Gestalt está ligada a su referencia al paradigma de campo y de la situación. Su primera experiencia profesional fue como psicomotricista. Lleva 40 años trabajando con bebés, niños, adolescentes y sus contextos familiares y sociales en diversos ámbitos: hospitales psiquiátricos, centros educativos, sociales y por supuesto la consulta privada. Fue director del Instituto Francés de Terapia Gestalt y actualmente sigue impartiendo formación y supervisión a nivel internacional. Sigue plenamente comprometido con la búsqueda de una teoría del desarrollo coherente con la terapia Gestalt y dirige un curso de formación sobre la terapia Gestalt en situaciones familiares. Entonces, muchas de estas inquietudes las vamos a resolver a continuación y como siempre espero puedan disfrutar muchísimo de nuestro invitado y por supuesto de esta entrevista. Ok, bueno, para mí un gusto tenerlos acá, Pierre-Yves. Gracias por ser parte de este proyecto. Creo que es súper importante y valioso la propuesta que nos trae relacionada con la psicopatología y una visión gestáltica específica del desarrollo. Gracias por estar acá. A ti también, Johnny, por ser parte de esto. Sí, comenzamos con la primera pregunta que tengo acá y es básica. Esta está relacionada con la terapia Gestalt ofrece o ha ofrecido una teoría del desarrollo infantil y de la adolescencia coherente con la teoría de campo. Alors, voilà une première et vaste question. C'est toute la recherche, en fait. C'est toute la recherche qui m'anime depuis de nombreuses années, puisque pour aborder la question du développement en Gestalt thérapie, nous sommes partis avec un petit groupe, en fait, il y a maintenant une trentaine d'années. Nous sommes partis d'abord de la pratique de la thérapie avec les enfants et les familles. Et quand je dis les enfants, même pour ma part, la pratique aussi avec les tout petits bébés. Donc, nous sommes partis d'abord de la clinique et de l'observation de ce qui pouvait se passer à partir donc de notre projet. C'était d'être des gestalt thérapeutes avant tout, donc de garder notre théorie du self et en particulier la théorie du champ. Je sais pas si je participe à garder cette cohérence. En tout cas, c'est une volonté de garder cette cohérence, de travailler pour garder cette cohérence. Ça veut dire qu'en fait, je crois qu'il faut changer notre vision assez traditionnelle du développement de l'enfant. Et la théorie du self nous aide à faire une rupture avec la tradition qui vaut que habituellement le développement c'est vécu comme des stades et avec des acquisitions, et puis il y a une progression, et puis il y a comme un arrêt, et puis est véhiculé qu'il y a aussi une régression. Quand nous vieillissons, paraît-il, il y a une régression du développement. Et je crois que la théorie du self nous oblige à faire une rupture totale par rapport à cette vision
qui renvoie à un individu isolé avec des compétences à l'intérieur de lui et que ces compétences se développent. Alors bien sûr dans la rencontre avec un environnement, mais c'est comme si on renvoyait toujours l'individu à ses compétences, à ses performances et qu'on ne le renvoyait pas à sa capacité de créer en permanence avec un environnement. Voilà. Et finalement d'être le développement, si nous sortons de cette idée individualiste, on peut le penser comme étant toute sa vie. Toute sa vie, toute notre vie, nous sommes en développement. C'est-à-dire que c'est plus facile à penser quand je suis au début de ma vie, puisque là, ça se perçoit, ça se voit, c'est tangible, mais on a du mal à le penser quand on va de l'autre côté de la vie, quand on va chez les personnes vieillissantes et voire même chez les personnes très âgées. Tout d'un coup, on a du mal à penser, tiens, il y aurait là aussi du développement. Ben oui, c'est ce que nous dit la théorie du champ, c'est-à-dire que si on est dans qu'est-ce qui fait que nous avons une capacité d'ajustement créateur, c'est-à-dire de nous ajuster créativement aux nouvelles conditions qui sont les nôtres dans nos compétences individuelles et les nôtres aussi dans nos milieux de vie, eh bien, j'ai besoin de continuer à me développer, c'est-à-dire à continuer à explorer la complexité de ma relation au monde. C'est ça, cette idée un peu révolutionnaire qu'amène la théorie du champ, c'est comment je m'envisage toujours dans une expérience avec le monde, et dans cette expérience, il y a toujours une nouveauté à assimiler. C'est ce que nous dit la théorie du contact. Alors, voilà, je peux donner un exemple. Si je me projette, je vais pas vous projeter vous, mais moi, je me permets de me projeter quand on m'offrira un déambulateur pour pouvoir marcher parce que mes jambes ne seront plus assez solides. Eh bien, il va falloir que je me développe, parce qu'il va falloir que je me réinvente avec ce nouvel objet. Il va falloir que je me réinvente avec d'autres images et d'autres représentations de moi. Il va falloir que je me réinvente dans ma relation aux autres. Et donc, soit nous allons considérer ça du côté d'une régression, soit si je me réinvente, je peux aussi me dire, tiens, je vais sans doute apprendre des choses encore sur ce que c'est qu'être en lien au monde. Voilà. Donc, je crois que dans un premier temps, la théorie du CEF nous permet de penser le développement comme quelque chose qui dure toute notre vie et qui est lié au processus de contact. Voilà. Ça, c'est assez central. Ce qui veut dire que quand on s'intéresse plus spécifiquement au développement, ça veut dire que il faut aller chercher dans des domaines très variés. C'est-à-dire, on peut pas se contenter de la psychogénétique, la psychologie génétique qui serait celle qui nous dirait les stades du développement, etc. On peut pas se contenter de la psychanalyse, on peut pas se contenter des neurosciences, on peut pas se contenter de l'anthropologie, on peut pas se contenter de la sociologie, etc., etc. Il nous faut aller chercher dans tous ces domaines, tous ces différents domaines de recherche, il nous faut aller puiser pour nous rassembler en tant que gestalt thérapeute, c'est-à-dire aller puiser pour essayer de garder notre cohérence. Ça, c'est un challenge important. Ce qui fait que aujourd'hui, même si ça fait pratiquement 35-40 ans que j'ai cette réflexion sur le développement, je peux pas dire aujourd'hui que personnellement, j'arrive à quelque chose de stable, de fini, sans doute parce que si je suis cohérent, ça ne peut pas être stable et fini, c'est en développement. Voilà. Et donc, régulièrement, une information que je vais puiser, une relecture même du livre de nos fondateurs va venir déstabiliser, faire un petit moment de crise, et puis à nouveau ça va se stabiliser, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, par rapport à ça, c'est aussi l'idée, c'est de garder quand même une clinique. Ça veut dire que il faut aussi penser ce travail sur le développement, pas simplement en termes théoriques, mais il faut le penser en termes cliniques, parce que le but, la visée principale, c'est quand même d'en faire une pratique de gestalt thérapie auprès des enfants et des familles. Voilà. Et donc, c'est aussi un chantier
qui, depuis de longues années, avec des collègues, nous travaillons sur la spécificité d'une pratique de Gestalt thérapie que personnellement j'appelle en situation familiale. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais qui a une spécificité parce que elle a au centre la théorie du self. Voilà. Donc, nous souhaitons avoir la théorie du self et donc le processus de contact au centre de notre préoccupation, j'en suis venu à processus de contact. On sait, il démarre, on le fait démarrer, on se raconte une histoire où on le fait démarrer avec plutôt l'excitation. C'est comme ça qu'on commence. C'est notre il était une fois. À nous, on a il était une fois l'excitation. Voilà. Et je crois que c'est pas inintéressant de démarrer avec cette proposition. Il était une fois l'excitation comme point de démarrage de l'expérience. Alors, l'excitation, déjà, c'est un terme qui est intéressant. Moi, j'ai mis du temps, mais j'aime bien remarquer que nos fondateurs ont choisi des termes qui sont très corporels, très organiques. Voilà, l'excitation, les perturbations, le trouble. Donc, l'excitation, c'est un terme qui nous renvoie au fait que nous sommes incarnés, nous sommes des organismes, nous sommes des corps, fait de matière, de chair, de système sensoriel. L'excitation renvoie à ça. Que nous sommes vivants, c'est-à-dire que nous sommes dans un écosystème, dans un environnement. Donc, c'est ce à quoi nous renvoie le terme excitation. Mais excitation, ça nous renvoie aussi à il y a une deuxième dimension dans l'excitation, qui est le terme qu'on a peut-être plus en anglais, qui est excitement. Excitement, ça veut dire aussi ce qui nous met en appétit, ce qui nous excite dans le sens, ce qui nous donne envie, ce qui nous pousserait à aller quelque part, hein, ce qui nous donne une énergie, une intentionnalité. Donc on a ces deux niveaux. Donc on a un niveau très corporel, l'excitation, comme comme un effet de la rencontre avec un environnement, donc quelque chose de très organique. Et puis l'excitation comme envie, désir, appétit, c'est déjà, on sent bien qu'il y a une transformation de cette excitation à un autre niveau, qui est un niveau plus abstrait, plus psychique, psychologique. Hein. Et donc, ce terme, finalement, il est intéressant parce qu'il relie ces deux dimensions. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire comment on transforme une expérience très corporelle, l'excitation, qu'on pourrait réduire très, très basiquement à une réaction, à un acte de réaction, un acte réflexe. Comment on transforme ça en de la pensée? Qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir un cheminement qui fait qu'on va transformer ça en pensée? Alors, moi, dans mon parcours professionnel, j'ai beaucoup travaillé aussi avec des personnes qui étaient en grande difficulté pour élaborer, symboliser, sans langage, avec des difficultés de communication. Et donc, j'ai été amené à beaucoup travailler à cette dimension-là, c'est-à-dire comment comment nous aider, on pourrait dire plutôt, dans notre théorie du chant, comment nous aider à nous rejoindre quand nous sommes incompétents parce que pour des raisons neurologiques, de malformation ou autres, de déficience, quand nous sommes incompétents à nous rejoindre, comment nous allons nous y prendre? Et alors, en effet, j'ai pu voir que ça demandait de transformer nos réflexes premiers et notre sensibilité première brute. Hein. Donc, mon idée, c'est que ce processus de contact, en fait, c'est le destin d'une excitation. Alors, bien sûr, quand je dis le destin d'une excitation, je fais un petit clin d'œil à Freud, hein, qui parlait du destin de la pulsion. Moi, je parle du destin de l'excitation. N'oublions pas que Peirce était quand même psychanalyste pendant de nombreuses années. Hein. Il a été même, je pense, plus longtemps psychanalyste que Gestalt thérapeute. Et donc, bon, il y a un petit clin d'œil à cette idée de destin de l'excitation. Mais ce qui m'intéresse, c'est un processus finalement économique. C'est quoi l'économique, hein? C'est-à-dire qu'on prend une matière, au sens premier du terme de l'économie, on prend une matière brute, de l'eau, on prend du pétrole, etc., et on le transforme. Et on en fait autre chose. Hein. Et donc,
mon idée, je pars sur un principe économique d'une certaine manière de l'excitation. C'est-à-dire, on part d'une excitation et on va en faire autre chose. On va en faire de la pensée. On va en faire de la symbolisation. On va faire un processus de symbolisation. Bon. Alors ça va passer par quoi? Ça va passer par de l'expérimentation, de l'expérience, du mouvement. Il faut du mouvement. Pour transformer de l'excitation en pensée, il faut du mouvement. Donc, l'excitation, c'est une inférence, c'est-à-dire que on suppose une excitation parce que il y a des actes qui sont des actes, des pulsations, par exemple. On a des exemples. Nos fondateurs nous renvoient à ça. Ils nous renvoient au rythme cardiaque à l'origine, ils nous renvoient à la respiration, et ils nous renvoient. On peut être renvoyé aussi à notre tonicité, c'est-à-dire ce que nous avons dans nos muscles et nos états émotionnels qui font que nous passons d'états de tension à des états de relâchement. Regardons ça comme des pulsations. C'est quoi une pulsation? C'est quelque chose qui nous dit que nous sommes bien ancrés dans le monde. Si tout d'un coup je marche un peu plus vite, j'ai besoin d'un peu plus d'air. Donc ma respiration va changer. S'il y a un bruit, je vais sursauter. Ça, ce sont des actes. Il faut le penser comme des actes, c'est-à-dire ce sont des organisations qui disent que nous sommes en lien avec le monde. Nous ne sommes pas en dehors du monde, nous sommes en lien avec le monde et nous l'exprimons. On peut même aller jusque-là. Certains auteurs vont même dire que nous le symbolisons. Alors, on reviendra sur cette question du symbolique. Mais c'est-à-dire que c'est une symbolisation présentive. Si je sursaute, je suis en train d'exprimer ma présence à un bruit inattendu. Si je m'essouffle, c'est ma manière d'exprimer un effort que je suis en train de faire. Si mon cœur commence à palpiter un peu plus fort, j'exprime aussi quelque chose. J'exprime ce premier lien au monde. Ça, c'est ce qui nous fonde. Quand je dis c'est ce qui nous fonde, ça ne disparaît pas. Ça nous anime encore aujourd'hui. On n'est pas séparés, mais il va s'ajouter des choses là-dessus. Donc le premier acte est un acte qui est de l'ordre de la pulsation. Et puis, cette pulsation, elle est intéressante parce qu'en fait, elle nous met en lien avec un monde. Elle nous met en lien avec un monde, donc ça va nous amener à penser au concept d'attention, ce qu'on appelle aussi l'awareness. C'est-à-dire que quand je commence à capter une information et à l'exprimer, reprenons le sursaut. Dans un premier temps, ça peut être quelque chose qui est de l'ordre d'un acte de pulsation dont je n'ai pas conscience, mais très vite, ça va venir orienter. Il y a une orientation qui va se faire, une anticipation, une recherche. Mon organisme va devenir attentif. Alors, ça c'est très intéressant parce que on va s'apercevoir que d'une excitation de départ, l'excitation va devenir le substrat d'une attention. Alors ça, c'est quand même très important à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est d'abord la constitution d'une attention, donc d'un awareness. Ce qui veut dire, dans l'awareness, ça veut dire que ce dont je suis attentif, je n'en suis pas forcément conscient, c'est dans l'implicite. Mais quelque chose fait que ça me mobilise. Ça me mobilise pas pour rien, ça me mobilise pour rejoindre un monde, rejoindre quelque chose, aller prendre quelque chose, aller rejoindre. Donc, c'est-à-dire que c'est une attention qui commence à me mettre en découverte, en exploration. Donc ça, c'est une attention qui, si elle a cette qualité, est très importante, parce que cette attention, elle peut aussi devenir, on le voit dans la clinique, elle peut devenir aussi vigilance. Alors là, on a une autre qualité d'attention. Dans la qualité d'attention vigilante, là, on est déjà dans une attention qui est plus anxieuse, c'est-à-dire que mon anticipation, elle est déjà dans une espèce de volonté de contrôle. Donc on a déjà, oui, très rapidement, dans ce passage de simplement l'excitation à l'attention, c'est-à-dire à commencer à s'ouvrir, à atteindre un monde, il peut y avoir des qualités d'attention très différentes. Et
très différentes en fonction, bien sûr, ou peut-être qu'on en parlera plus tard, mais en fonction des écosystèmes que l'on a. Moi, quand j'ai travaillé avec des bébés, nous pouvons percevoir des bébés qui sont relâchés, qui sont déjà dans une espèce d'attention flottante, d'attention découverte, d'attention exploration, qui sont pas accrochés au monde, qui sont pas prêts à captiver, attracter et à se saisir du monde, mais qui sont plutôt dans une attention, une rêverie, comme un début de rêverie. Et puis on voit déjà chez des enfants qui ne vivent pas dans les mêmes écosystèmes, dans les mêmes environnements, on voit déjà des enfants qui sont toniquement déjà un petit peu raidis, qui sont les yeux déjà qui cherchent à se fixer quelque part. Peut-être que c'est ce que voulait nous apporter cette idée de morsure crampon de Peirce, hein, c'est-à-dire cet accrochage. Donc, on voit très rapidement chez le petit homme des qualités d'attention très différentes en fonction des environnements, en fonction des expériences, en fonction des douleurs, aussi du corps, etc. Donc, on pourrait dire que l'attention est déjà une première transformation de l'excitation. Alors, déjà cliniquement, ça a des conséquences, hein. On peut déjà se dire cliniquement, ça a des grandes conséquences qu'on va retrouver pas que dans la thérapie d'enfants ou d'adolescents ou de bébés, on retrouve aussi quand on accueille quelqu'un en thérapie, la manière de s'installer dans la rencontre. Nous-mêmes d'ailleurs, suivant les moments, on va se sentir dans une attention également flottante, comme nous proposait la psychanalyse, c'est-à-dire dans une certaine ouverture, on le sent dans notre tonus, on le sent dans on ne s'accroche à rien de particulier, nous sommes dans une présence ouverte, ou alors nous pouvons déjà sentir que nous avons une préoccupation, une vigilance. Donc c'est un phénomène dans l'installation de la rencontre, hein, on pourrait dire, qui est tangible, hein, quelque chose qui est palpable, hein, c'est du corps, ça s'incarne, hein, c'est pas de l'abstraction, hein, c'est quelque chose qui peut se vivre. Donc c'est très important parce que quand on travaille à recevoir des familles, par exemple, dans un entretien avec une famille, ma première écoute, c'est comment la rencontre va s'installer, comment nous nous installons dans la rencontre avec la famille, c'est-à-dire les conditions qui font que, est-ce qu'on peut prendre le temps de s'installer, est-ce qu'on peut prendre le temps justement d'être dans cette qualité d'attention flottante, rêverie, où les éléments vont se rassembler petit à petit, ou est-ce que de suite, nous sommes dans une préoccupation, nous sommes envahis par des tensions, il y a trop d'informations, les mots nous sont jetés, on se sent percuté tout de suite. Voilà, c'est vraiment très important parce que c'est le début de l'expérience, hein, c'est comme si ça nous renvoyait toujours à ce début de notre expérience. Comment on s'installe dans le monde, dans le lien avec le monde. Alors l'attention, elle est réflexive, c'est-à-dire qu'elle rejoint, elle capte et elle prend. Ce fameux mouvement d'aller vers et prendre d'eux, hein, dont la Gestalt parle, hein. C'est-à-dire que cette attention, elle nous rend, on a vu qu'il y a différentes, il y a l'attention où je vais me saisir, et puis il y a l'attention du filet pour prendre le papillon, hein. On sent bien qu'on va pas le danser l'attention de la même manière, hein. C'est deux façons différentes d'être attentif. Et c'est-à-dire qu'on va prendre d'eux. Mais pour prendre d'eux, ça veut dire que l'attention, elle nous constitue comme un centre. Ça, c'est très important aussi à le penser dans l'installation, que ce soit pour les thérapeutes ou pour les patients qu'on reçoit, c'est comment nous favorisons la rencontre thérapeutique où le soutien du processus de contact va permettre de créer un centre. C'est quoi un centre? C'est le sentiment que nous existons quelque part, que nous avons un sol, hein, que nous sommes situés quelque part. Vous êtes assis dans votre chaise, moi aussi, hein, c'est-à-dire que, si je prends mes points de contact avec le sol, avec le dos de la chaise, avec les fesses sur la chaise,
ça me permet, si je me centre là, ça me permet de me situer. C'est comme si ça me donnait un sol pour commencer à me situer. Hein. Et puis, ben, je vous regarde. Hein, je regarde pas dehors, je vous regarde. Donc, c'est comme si ça me donnait aussi un lien, une direction pour vous atteindre. Et alors, c'est quand même assez fantastique, mais on l'oublie souvent, mais c'est que notre corporéité, ce qu'on appelle la corporéité, ben, c'est ce qui est entre deux, c'est nous, c'est dans cette conscience fluctuante de notre présence. Hein. Et alors, si nous articulons bien cette présence, si nous sommes suffisamment organisés, bah, ça va fonctionner. Quand je parle, je m'adresse à vous. Je ne vais pas me mettre à parler là. Hein. Si je commence à perdre ce lieu-là, je vais regarder là et ça ne veut plus rien dire. Hein. Ma corporéité n'est plus ajustée à la situation. Si je perds mon sol, si je perds ce qui me donne une stabilité, une sécurité, c'est pareil. Ma corporéité va changer et donc ma manière d'exprimer créativement cet instant va complètement aussi se changer. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'attention, c'est à la fois ce qui nous permet de rejoindre, mais c'est ce qui permet aussi de nous constituer. C'est-à-dire que c'est de nous constituer comme centre de l'expérience. Alors, ça nous paraît tellement évident, ce truc, parce que nous nous rendons plus compte que c'est un acquis de notre expérience de nous sentir centre. Nous nous rendons compte quand nous perdons cette conscience que nous habitons le monde. Donc, cette conscience réflexive, elle nous permet de nous constituer comme centre. Alors, ça, c'est une première transformation de l'excitation. L'excitation, première transformation, on pourrait dire une attention. Je suis en train de vous dire aussi qu'il faut des conditions pour ça. Il faut des conditions pour ça. Par exemple, si je suis dans un environnement qui me surinforme, qui m'éparpille, qui me disperse ou qui m'intruse par des trop d'informations, qui me donne le sentiment que ça me rentre dedans, ou qui m'abandonne en me donnant aucune information, eh bien, cette attention, cette construction de l'installation de ce centre change. Et donc, ça veut dire que pour rassembler les éléments de mon expérience brute, mon expérience première, va être changé. C'est comme si j'avais un filet à trous. Hein. C'est-à-dire s'installer dans la relation, c'est avoir un filet. Si je prends la métaphore du filet, c'est d'avoir un filet avec les mailles suffisamment intéressantes pour filtrer, mais pour garder les choses. Hein. Sinon, il y a des trous. Sinon, le filet, il est à côté il prend rien. Hein, voilà. Alors, ensuite, nous vivons dans un monde qui nous a précédés et qui fonctionne dans le symbolique. Je vais un peu expliquer en quoi pour moi c'est important. Qu'est-ce que c'est d'abord le symbolique, hein? Qu'est-ce qui fait que nous transformons nos milieux de vie en milieux symboliques? Alors ça aussi, c'est des choses dont on ne s'aperçoit pas Pas forcément, si on s'y intéresse pas. Prenons un milieu, l'air par exemple, l'air ambiant. L'air, c'est un milieu physique. Notre organisme, il est ajusté à ce milieu physique. Il est même une création de ce milieu physique. C'est pour ça que nous pouvons respirer. Ça, c'est, on pourrait dire, l'expérience au niveau de l'excitation, ma respiration. Mais l'air, ma relation à l'air, je peux la traduire différemment. Par exemple, je peux commencer à jouer avec l'air, jouer avec mon souffle. Pour jouer avec mon souffle, ça veut dire qu'il faut que j'ai conscience que je suis un être qui respire. Quand je joue avec mon souffle, si je joue avec mon souffle et que je joue avec ma gorge, que je joue avec ma bouche, je commence à pouvoir faire des sons. Hein, c'est-à-dire que au début, on a une matière première, l'air, et puis tout d'un coup, si je joue avec l'air, je peux faire des O, des A, je peux faire des mots. C'est ça c'est-à-dire que je commence à avoir une relation qui va petit à petit devenir symbolique. Alors, symbolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le symbolique ajoute quelque chose, il ajoute l'échange.
le partage. Un symbole, c'est quelque chose que je partage avec quelqu'un. J'imagine qu'en Amérique du Sud, ça a été la même chose, mais en Europe, les Romains avaient ce terme symbolique, c'est vient du symbolum, c'est-à-dire on prenait une petite pièce en argile, on la coupait en deux et on la donnait à quelqu'un comme messager. Et quand le messager arrivait, on pouvait regarder si ça correspondait à la même pastille. Voilà. C'est-à-dire que le symbolique, c'est ce qui nous permet de nous rejoindre. Là, j'ai besoin d'un traducteur parce que les mots que j'emploie ne correspondent pas pour Dany. Donc, nous avons besoin d'un médiateur qui fait ce lien. Voilà. Parce que nous sommes au niveau symbolique. Voilà. Alors, l'air au niveau symbolique, c'est par exemple, si je veux construire un avion, c'est une autre façon d'être en lien avec l'air. Je construis un avion parce que j'ai envie de voler. J'ai vu les oiseaux voler, je me dis, tiens, mais est-ce que moi, je pourrais voler? Ah, il va falloir que je connaisse les qualités de l'air, la physique de l'air, les matériaux, et donc je vais pouvoir créer un avion et je vais voler. Ça, c'est le lien symbolique. Alors, ça veut dire que nos environnements, nos écosystèmes, on a un lien symbolique avec eux, hein, c'est-à-dire que c'est ce qui nous fait qu'on construit des avions, on construit des bateaux sur l'eau, parce qu'on a transformé cette matière eau en autre chose. Alors, comment nous sommes introduits dans ce monde? Ça, c'est important. Et en quoi c'est important? Ça veut dire que dans l'expérience sensible, donc on a eu l'excitation, on a une attention, on a des sensations qui nous viennent, et nos milieux, nos environnements nous introduisent dans le monde du symbolique parce que, de manière différente. Première manière, ils ont foi dans nos gestes et dans les intentions que les gestes portent. Si un enfant fait quelque chose, on lui donne une signification à ce qu'il fait. Et en lui donnant une signification, on lui propose de prolonger l'ébauche de ce qu'il est en train de faire. C'est la même chose quand on est avec un patient. Hein. Si un patient commence à avoir un petit geste ou un petit mot, notre première attention, c'est justement de soutenir. Hein, c'est de dire, hop, allez, un petit pas de plus, allez, on y va. Quand on fait ça, on prolonge quelque chose qui démarre, une ébauche, le pulsatif. Hein, la pulsation, on la prolonge. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la nomme, on aide à nommer ça, on met des mots là-dessus, des mots ou des gestes là-dessus. C'est-à-dire qu'on va créer de la signification. Et alors, nous avons tous été aidés dans notre jeunesse à créer ce que moi j'appelle une palette sensible et motrice, c'est-à-dire que j'ai appris ce que c'était que le dur, le mou, le chaud, le froid, le rugueux, le tiède, le prendre, le lâcher, le donner, le recevoir. J'ai appris ça. C'est-à-dire qu'il m'a fallu plusieurs personnes qui me donnent les codes de ces gestes et qui me permettent de les investir. C'est ça, rentrer dans le symbolique. C'est-à-dire que un geste devient quelque chose qui devient la possibilité d'un partage. Et alors ça, il nous faut la présence de tiers, il nous faut la présence d'un humain. Ça, c'est indispensable. Si on n'a pas ça, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi c'est important? Parce que dans ce que l'on nomme dans le processus de contact, le pré-contact, c'est-à-dire la formation d'une figure d'intérêt. Qu'est-ce que c'est qu'une figure d'intérêt? C'est ma capacité, justement, de pouvoir trier, sélectionner, nommer ce qui devient important pour moi. Alors ça, dans ce simple geste, je dis bien geste, hein, parce que c'est pas que des mots, c'est de l'émotionnel, c'est du mouvement, de pouvoir nommer une priorité, quelque chose qui m'anime, quelque chose qui me donnerait de l'envie, de l'excitation dans le sens excitement, hein, quelque chose qui me donne l'envie d'un next, d'aller plus loin. Eh bien, il a fallu, je m'appuie pour ça sur un héritage, c'est-à-dire j'ai été accompagné.
Si alors pourquoi j'appelle ça c'est une palette sensible, hein, cette palette émotionnelle, palette des mots, des sensations et des mouvements, c'est en référence à un peintre. Un peintre qui n'aurait que le blanc pour exprimer le paysage qu'il veut peindre, eh bien, il va faire un tableau tout blanc. Alors, dans la peinture contemporaine, c'est possible, mais il va falloir qu'il nous fasse beaucoup de discours à côté pour nous expliciter sa démarche. S'il nous livre le panneau blanc comme ça, on ne saisira pas. Donc, si j'ai très peu de sensations, très peu de variations dans ma motricité, très peu de variations dans mes états émotionnels, eh bien, les paysages dans lesquels je suis, je vais pas pouvoir tellement les préciser. Je vais pas tellement pouvoir les exprimer. Ça va rester très brut. Hein, je sais plus qui est-ce qui disait, hein, si je n'ai qu'un marteau comme réponse, je ne vois des clous. Je ne vois que des clous partout. Parce que c'est ma seule façon de me situer dans le monde. J'ai un marteau, c'est tout. Voilà. Donc, le symbolique, il est important. Il est important de ce point de vue. C'est-à-dire, ça me met en communication avec les autres. C'est la création de culture, c'est la création d'organisation sociale. Mais pour ça, il a fallu que je sois initié. Pour ça que pour moi, le développement, par exemple, si je reviens à qu'est-ce que c'est que le développement, le point de vue du développement en gestalt thérapie, c'est pas le développement d'un individu avec des performances, c'est plutôt, ce qui m'intéresse, c'est la transmission d'une certaine humanité. Alors ça, on change aussi complètement de choses, hein. Le développement, c'est la transmission d'une humanité. Parce que être humain, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est quelque chose c'est un devenir. Hein. Chaque fois qu'il y a une naissance, il y a un humain qui est en devenir. Il n'est pas humain tout de suite. Il est rendu humain tout de suite par l'entourage, mais il n'est pas humain tout de suite. Il va s'humaniser. Ça, c'est une dimension très importante, anthropologiquement très importante. Donc, vous voyez que pour arriver comme transformation de l'excitation en une figure d'intérêt, on voit que ça passe par des processus qui sont ma possibilité d'avoir une attention, ma possibilité de sentir, ma possibilité de pouvoir nommer ou agir quelque chose qui dit ce qui est important pour moi. On arriverait presque à une fin de pré-contact. Vous voyez, quand on parle de la fonction ça qui est dominante au moment du pré-contact, en fait, la fonction ça qui est une fonction qui pousse, qui fait pousser à partir des sensations, à partir des états émotionnels, qui fait pousser des priorités, eh bien, la fonction ça, elle demande énormément déjà de compétences, finalement, de sensibilité, de pouvoir rassembler des mots, pouvoir rassembler l'expérience. C'est-à-dire que déjà, elle est l'héritage de beaucoup de choses. Alors ensuite, donc l'excitation s'est transformée en figure d'intérêt, mais c'est pas suffisant parce que la figure d'intérêt, elle a qui se fonde sur la fonction ça, elle a une particularité, on va dire, c'est qu'elle se moque complètement du monde. C'est-à-dire qu'elle est dans sa toute-puissance et c'est très bien que ça soit comme ça. C'est-à-dire que je vais pas commencer à me limiter dans ce qui serait important pour moi. Si je commence à me limiter dans ce qui est important pour moi, je vais commencer à réprimer certaines sensations, certains états émotionnels, certaines intentionnalités. Donc, c'est important que dans cette première phase, d'ailleurs, nos fondateurs parlent d'une possibilité hallucinatoire de la fonction ça. Hein. C'est-à-dire que je peux fonctionner mes priorités sans du tout tenir compte des données du monde, du réel. Alors, c'est ce qui va se passer. Hein. C'est-à-dire que la grande transformation d'après, c'est la rencontre éventuellement conflictuelle entre ce qui pousse comme données de la fonction ça et les données de réalité. C'est ce qu'on nomme la mise en contact. Et alors, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire qu'on parle là d'une phase d'ajustement créateur. On n'en parle pas avant de l'ajustement créateur. Hein. L'ajustement créateur, la phase privilégiée de l'ajustement créateur, c'est une fois que j'ai pu exprimer mon appétit, hein, ce qui pousse. Et alors, l'ajustement créateur, il est
il est aussi très intéressant parce que il nous dit bien que il va demander un travail. Travail, là on retrouve la fonction symbolique. Hein. C'est pas parce que je vois de l'eau et que je tombe dans l'eau que je sais nager. Ma fonction d'hallucination que je suis le plus grand nageur du monde peut me faire croire que je nage, mais quand je tombe dans l'eau, l'eau me rappelle très vite que je nage pas et je coule. Hein. Donc moi qui ai travaillé beaucoup aussi avec des enfants qui étaient, comme on dit, dans la toute-puissance, hein, c'est ce qu'on appelle la toute-puissance, c'est-à-dire qu'ils pensaient que il n'y a pas d'apprentissage possible, il n'y a pas besoin de connaître le monde avec lequel nous sommes en lien, il suffit de vouloir les choses et ça fonctionne. Bon. Donc, l'ajustement créateur nous dit quelque chose d'important. Hein, il nous dit quelque chose d'important, c'est-à-dire notre capacité, non pas de nous aliéner complètement, de nous adapter, c'est-à-dire de correspondre simplement à ce qu'il faudrait être, mais c'est là où il y a la notion d'agressivité qui va arriver, c'est-à-dire pouvoir justement mettre à l'épreuve et nous-mêmes et l'environnement. C'est-à-dire que nous mettons à l'épreuve et nous-mêmes et l'environnement et la rencontre. C'est classique dans la thérapie, hein, c'est classique dans les thérapies, c'est ce qu'on appelle souvent les attaques de cadre, ou je ne sais pas si vous utilisez ces termes-là, hein, c'est-à-dire que quand les patients, alors moi qui travaille beaucoup avec les enfants et les adolescents, c'est assez spectaculaire, c'est-à-dire que quand le cadre qui est proposé, la rencontre, ou ce que je suis en tant qu'humain avec ses limites propres, il n'y a pas besoin d'aller chercher à créer des limites, moi ce que je suis est une limite pour les autres, et parfois aussi pour moi-même, mais va créer un certain nombre de frustrations, d'empêchements, etc., qui sont vécus comme plus ou moins possibles ou impossibles, et c'est ce qui va faire crise, hein, mais qui fait aussi que c'est ce qui va donner aussi de la puissance à l'ajustement créateur. L'ajustement créateur, il a un intérêt, c'est est-ce que nous avons envie de continuer à être en lien? Ça, c'est quand même assez crucial. C'est-à-dire, est-ce que je préfère être dans mon hallucination d'un monde, ou est-ce que je trouve que ça vaut le coup d'être avec l'autre, avec ce qu'il est, hein. Ça, c'est une dimension très importante qui fait partie du développement de l'humanité. On voit bien que parfois nous avons du mal justement à faire du vivre ensemble, à être dans du être ensemble, hein, parce que il y a quelque chose qui veut s'imposer toujours à l'autre, ou que l'autre veut s'imposer à nous. Donc c'est une dimension humaine pour moi très très importante. La deuxième chose, c'est que dans cet ajustement créateur, je participe à ce qu'on appelle s'individuer, à ce que je devienne un individu. Et je vais acquérir une meilleure connaissance de qui je suis, hein. Mais je donne de l'aide aussi et du soutien à l'autre pour mieux savoir aussi qui il est. C'est-à-dire que mutuellement, nous nous apportons matière à mieux savoir qui nous sommes. Mais pour que ça tienne, il faut qu'on ait une curiosité commune, en fait, hein. C'est-à-dire que ce qui fonctionne, c'est quand nous arrivons, alors c'est ce qu'on appelle le concept d'attention conjointe, hein, dans la subjectivité. Si ça fonctionne, c'est que quand nous nous rencontrons, même s'il y a crise par moment, et forcément il peut y avoir conflit et crise, ce qui compte, c'est pas de garder son identité intacte, ce qui compte, c'est de tenir quelque chose ensemble pour ensemble acquérir une individuation, être quelqu'un. Et donc, nous tenons ensemble la crise. L'idée, c'est pas de gagner. On n'est pas là pour savoir qui va gagner et qui va perdre, hein. C'est ce qu'on appelle l'attention conjointe. Si là, nous sommes en train de parler, je suis en train de parler, vous êtes en train de m'écouter, ce qui compte, c'est de créer cette attention, cet objet commun qui nous tient ensemble. Comme si on avait ce truc entre nous qui nous tient. Et ce qui compte, c'est qu'on ait envie de tenir ça. Alors, il y a d'ailleurs j'ai une référence d'un Uruguayen, donc j'y ai pensé parce que c'est moins loin de chez vous que de chez moi, qui s'appelle Victor Guerra. Je ne sais pas si il est connu en Colombie. Victor Guerra, qui est décédé maintenant il y a 3-4 ans, qui est un Uruguayen. Je pourrais envoyer la référence, hein,
qui a travaillé donc sur le concept d'intersubjectivité, je trouve très très intéressant, qui développe justement cette idée que petit à petit, nous nous construisons en appui sur de l'autre. Ça, c'est vraiment important. C'est on s'appuie mutuellement. C'est-à-dire que on n'est pas dans l'idée que consumériste où on consomme l'autre. On n'est pas dans l'idée où on gagne sur l'autre. Non, on est dans l'idée que l'on se construit ensemble. Voilà. Et que ce qui compte, c'est donc la qualité de ce qu'on va tenir ensemble. Voilà. Et c'est ça qui est important de créer. C'est comme en thérapie. On n'est pas là pour le thérapeute n'est pas là pour imposer un point de vue aux patients. Il n'est pas là quand je travaille avec des familles. Je suis pas là pour dire aux familles qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous devez faire. Nous sommes là. Nous avons un objectif commun. C'est qu'est-ce que nous contactons, et nous revenons là à notre théorie, qu'est-ce que nous contactons à l'occasion de cette expérience, à l'occasion de cet être ensemble. Voilà. Qu'est-ce que nous sommes en train de contacter? Si nous arrivons à tenir ça, alors nous pouvons travailler ensemble. Dès que quelqu'un veut gagner sur l'autre, c'est foutu. Dès que quelqu'un a le sentiment qu'il va perdre, c'est foutu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que nous apporte l'ajustement créateur, c'est-à-dire la dimension interhumaine, de la construction interhumaine. Au-delà de l'ajustement créateur comme un lieu d'inventivité, d'invention, parce que je crois, enfin moi je suis assez méfiant, et je ne sais pas ce qu'il en est dans votre continent, mais je trouve qu'ici, en tout cas, dans France, qu'il en est en France et peut-être dans l'Europe, il y a de plus en plus une idée de consommer, c'est-à-dire de vampiriser, de consommer, de vouloir ce que l'autre saurait ou ce que l'autre aurait à m'apporter, de le prendre. Et donc cette idée de consommation, plutôt que de l'idée de se construire ensemble, ce qui est quand même un projet complètement différent dans la thérapie. Pierre-Yves, tomando esto como referencia, que me parece un campo sumamente inmenso como para seguir hablando y demás, quiero hacerte la pregunta directa y es cómo se explica la psicopatología desde una visión gestáltica específica del desarrollo. Eh bien alors, si nous sommes cohérents, on va retrouver le même dilemme qu'au départ. Soit on pense la psychopathologie comme un défaut, un manque d'un individu, le manque d'un individu, le défaut d'organisation d'un individu. On peut éventuellement se raconter des histoires sur qu'est-ce qui a construit ce défaut, et nous allons vers des théories qui vont avoir des explications, des causalités. Alors ça peut être des causalités organiques, neurologiques, ça peut être des causalités aussi historiques, c'est papa, c'est maman, c'est la famille, etc. Quand je dis ça, je dis pas que c'est pas intéressant, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas aller et entendre ces choses-là, mais je crois qu'en gestalthérapie, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la manière dont une personne s'individue, comme j'ai dit dans l'ajustement créateur. Donc, c'est-à-dire comment l'individu, l'expression d'un individu, c'est une expression d'une situation donnée, une situation présente, donnée, où il mobilise, dans laquelle un individu peut mobiliser des compétences, des ressources, qui sont des héritages, qui sont aussi des héritages, mais c'est des ressources aussi qui sont dans le présent, c'est-à-dire des ressources avec les appuis qui lui sont donnés dans le présent. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, un peu rapidement, je vais dire d'abord ce que ça remet en question, c'est l'idée que la psychopathologie, nous aurions une structure psychopathologique déterminée, qui serait déterminée, et que nous la transporterions tout le temps, toute la journée, 24 heures sur 24, ce qui est faux. Moi qui ai travaillé en psychiatrie, un schizophrène n'est pas schizophrène 24 heures sur 24. Il est schizophrène, c'est-à-dire ce qu'on lui prête comme symptôme de la schizophrénie, c'est-à-dire des moments d'angoisse. Quand il y a des moments d'angoisse, en effet, il peut, selon les situations, il peut exprimer cette angoisse sur un mode schizophrène. Mais il n'est pas schizophrène 24 heures sur 24. Ce qui veut dire que nous avons à nous interroger sur les environnements que nous proposons. Et sur des choses beaucoup plus simples, quand je reçois des familles et des enfants,
ce qui va être important de percevoir, c'est comment un groupe familial participe à créer une situation où, qui va générer un type d'angoisse et comment chacun dans la famille va exprimer cette angoisse sur des modes qui vont paraître plus ou moins pathologiques. Alors forcément, l'enfant qui est amené ou l'adolescent qui est amené, il est désigné comme celui qui a la forme pathologique. Mais il est important de redistribuer tout ça au groupe, c'est-à-dire de se dire, oui, lui exprime ça sur une forme qui est peut-être qui est dite pathologique, une violence, une inhibition, j'en sais rien, une énurésie, une anorexie. Il a cette singularité dans son expression, mais c'est avant tout une expression d'une situation familiale. Et donc, première question, est-ce que le groupe familial est intéressé pour se demander comment il produit du symptôme? C'est ça la question principale. Si on regardait ça à un niveau sociétal, on pourrait se dire, est-ce qu'une société est intéressée pour savoir comment elle produit du symptôme? Et pour moi, ça c'est primordial. Hein. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, on renvoie toujours les individus à eux-mêmes, à ce qu'ils sont, à leurs fautes, à leurs manques, à leurs faiblesses, et on ne s'interroge pas sur qu'est-ce qui fait que. Hein. Ce qui veut dire que quand nous sommes, nous, en thérapie en tant que thérapeute, et que, soi-disant, un moment d'angoisse ou un symptôme apparaîtrait en séance, c'est ce qui fait que nous sommes, nous, amenés, la première chose à laquelle nous sommes amenés à penser, c'est de se dire, mais comment éventuellement j'ai participé à cette apparition. Et non pas, mon patient résiste, mon patient, oh là là, en effet, il est très malade. Non, c'est comment je fais, comment moi, éventuellement, je participe à cette expression. Et c'est très important parce que si je peux commencer et à partager cela, si nous pouvons partager ça, c'est-à-dire comment je participe, et en sachant qu'il n'y a pas d'œuf et de poule, hein, c'est-à-dire que je participe, mais l'autre participe à ce que je participe, donc ça c'est infini. Hein. Mais si nous nous intéressons à ça, alors nous pouvons commencer à nous demander, tiens, comment on pourrait prendre soin de cette rencontre pour que ça apparaisse différemment, pour que ça s'exprime différemment, pour que ça se symbolise différemment. Donc, la psychopathologie, elle est aussi révolutionnée par la théorie du champ. C'est-à-dire elle renvoie plus à l'individu seulement à ses manques, elle ne renvoie plus à la maladie en tant que quelque chose qui serait isolé à l'intérieur de quelqu'un, mais elle renvoie à la maladie comme une création de rencontre, comme une création d'un écosystème. Moi qui suis jardinier, si vous êtes jardinier, moi je suis jardinier, donc je sais bien, quand mes plantes, je dis qu'elles sont malades, bah, je vois bien que soit c'est le terreau qui est pas bon, soit c'est le temps autour qui est pas terrible, soit c'est moi qui ai pas été précautionneux pour les planter. Donc c'est un ensemble. Et je vais pas dire ma plante est malade. Ça n'a pas de sens. Pour un jardinier, ça n'a pas de sens. Bien sûr, c'est ce qu'on se raconte comme histoire, mais on sait bien que ça n'a pas de sens. C'est un complexe, c'est une complexité. Donc, c'est presque quand je dis, pour moi, c'est presque politique, hein, cette histoire. Politique au bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire que si nous commençons, quand je reçois des familles, si nous commençons à pouvoir nous interroger avec la famille, comment chacun participe à créer du symptôme, et que nous transférons ça sur une organisation sociale, on se dit, ah, mais il y a une dimension, en effet, politique à cette théorie. Hein, dans le sens, regardons comment nous fonctionnons. Alors, par exemple, quand la spécificité d'un travail avec les familles et les enfants adolescents, que je dis toujours aux étudiants, je dis, la première chose, c'est de sentir comment je vais être adopté par une famille en tant que thérapeute. C'est-à-dire, en tant que thérapeute, je deviens un enfant de la famille. Ça, c'est quand même assez caractéristique. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, une famille qui vient et qui est, on va dire, très exigeante, avec beaucoup d'exigences sur l'enfant. Alors l'enfant vient et les parents disent, bah, on comprend pas, notre enfant, il est
il est très très rebelle, ou au contraire très inhibé, il veut pas nous parler, etc. Et comme nous commençons à nous réunir ensemble, il n'y a pas de raison que cette famille-là ne soit pas exigeante avec moi. Et alors, je vais avoir des injonctions. Alors, vous pensez que vous allez arriver à soigner? Combien de séances ça va durer? Comment vous allez faire? Et moi, je suis affecté de ça. Et alors, je vais commencer, comme un enfant de la famille, je vais commencer moi aussi à créer du symptôme. Soit je vais avoir envie de les envoyer balader, ça va m'énerver très vite. Soit au contraire, ça va m'inhiber, ça va me terroriser, et je vais me replier. Et alors, mon travail de thérapeute, c'est de pouvoir prendre acte de ça et de pouvoir dire, voilà ce que nous sommes en train de créer là dans notre rencontre, dans notre groupe. Le groupe familial est moins inclus dedans. Regardez, moi, ce que je contacte, ce que je contacte, c'est je suis terrorisé. Moi, j'ai très peur que vous m'engueuliez, que vous me disiez que je suis pas un bon thérapeute, que je vaux rien, alors que vous, en tant que bon parent, vous faites tout, vous venez au rendez-vous, vous me payez, et moi, je suis un mauvais enfant qui ne fait rien et qui comprend rien en plus, qui est bête. Voilà. Donc, on pourrait dire que tout d'un coup, d'un point de vue psychopathologique, oui, en tant que thérapeute, je suis en train, moi aussi, créer du symptôme de cette situation-là. La seule différence, je l'espère, c'est qu'en tant que thérapeute et avec l'aide de supervision, je peux me rendre compte et pouvoir dire non mais regardez ce que nous sommes en train de créer. Regardez ce que nous sommes en train de créer comme type de symptômes. Ça, pour moi, c'est la fonction d'un thérapeute de famille. Ce qui fait que, normalement, l'idéal, mais c'est bien que l'idéal n'existe pas, mais quand même, j'essaie de tendre vers cet idéal. L'idéal, c'est qu'à la fin de la thérapie, finalement, la famille devrait plutôt remercier l'enfant, l'adolescent qui a exprimé les choses de manière en crise, parce que finalement, il a apporté quelque chose à tout le monde. À la fin, oui, le parent peut dire ah oui tiens, ça m'a permis de prendre contact avec ça, et le thérapeute aussi dit moi ça m'a permis de prendre contact avec ça, et l'enfant peut aussi sortir de sa crise parce qu'il est plus obligé de tenir ça. Il peut inventer autre chose. Voilà. Donc on est vraiment dans une psychopathologie de la situation et non pas une psychopathologie de l'individu. Pierre-Yves, ahí te hago una pregunta y es cómo se fundan las huellas, lo que propones en tu texto, ¿no? Y cómo estas estructuran los modos de contactar. L'empreinte, ça c'est quelque chose de... La notion d'empreinte, d'abord, ça veut dire que la théorie du self, le processus de contact, c'est un processus qui d'abord parle d'une incarnation. Nous incarnons, c'est-à-dire qu'incarner, c'est pas simplement vivre les choses, c'est aussi en avoir une mémoire, parce que nous avons aussi cette ressource. Une de notre ressources en tant qu'humain, c'est en tant qu'être vivant, parce que peut-être les autres ont une mémoire aussi, d'ailleurs les autres ont une mémoire aussi, mais en tant qu'être vivant, c'est que nous avons la possibilité d'avoir une mémoire. Qu'est-ce que c'est qu'une mémoire? C'est une organisation, ce sont des organisations que l'on pourrait dire qui peuvent être aussi nommées des physiologies secondaires. Ce sont des raccourcis, on pourrait dire, de l'expérience. Ce sont des mémoires, donc c'est utile une mémoire, c'est très utile, puisque c'est ce qui justement nous permet d'intégrer cette palette sensible, qui fait que si j'utilise le terme rejoindre, par exemple, rejoindre, si j'utilise ce terme, nous avons tous les trois, nous avons des expériences de ce que c'est que rejoindre. Nous avons plein d'expériences de ce que c'est que rejoindre, une expérience sensible. Et nous pourrions écrire peut-être des poésies ou je sais pas quoi, sur cette expérience de rejoindre. Donc la mémoire, c'est toujours une mémoire dans un terme moteur, rejoindre, prendre. Ce sont des mondes. Ce ne sont pas simplement des verbes, ce sont des mondes, c'est-à-dire que ça nous renvoie toujours à des relations, à des expériences relationnelles.
Et ces expériences relationnelles nous renvoient toujours à des états émotionnels. Et les états émotionnels nous renvoient toujours à des états toniques, tonico-émotionnels. Alors c'est ce qu'on appelle ce dialogue tonico-émotionnel. C'est-à-dire que quand nous sommes en dialogue avec le monde, d'abord c'est un dialogue, c'est un échange, une circularité permanente, et que cette circularité, avant d'être une circularité qui est abstraite, pensée, c'est une circularité qui se joue au niveau des états émotionnels et au niveau de la tonicité. Voilà. C'est-à-dire en termes de tension, de relâchement, de crispation. Imaginez, prenez un verbe tout simple, prendre, même pas. Prenons la main, par exemple. Prenons la main et imaginons cette main, tous les verbes que nous avons intégrés avec cette main. Entre prendre, lâcher, serrer, taper, caresser, effleurer. Vous vous rendez compte de toutes les variations possibles que nous avons dans notre mémoire incarnée, notre mémoire corporelle. Donc, c'est avec cette mémoire, c'est avec ces couleurs, on pourrait dire, que je vais justement contacter l'expérience. C'est ce qui fait que je vais, de manière avec des variations très sensibles, je vais pouvoir sentir que quelque chose qui m'est dit, m'est adressé, c'est quelque chose qui m'est jeté, ou quelque chose qui m'est donné, voire quelque chose qui m'est murmuré. C'est-à-dire que là, on a l'impression que ça nous vient tout doucement sur la peau. Hein. C'est ça qui fait que quand nous sommes présents, c'est ce qui va donner de la qualité à notre attention. Hein. On revient sur cette attention, notre awareness. C'est ces petits détails, ces variations. Hein, ces variations que l'on a, ce sont des empreintes parce que ces variations, elles nous ont été, ce sont des héritages. Ce sont des héritages de nos milieux sociaux, culturels, de nos milieux scolaires, de nos milieux de vie, qui nous ont formés à ces variations. Et ça, je crois que c'est vraiment très important de penser ça quand on pense le contact. Parce que le réflexe des geisha thérapeutes, c'est quand même toujours de demander, souvent en France en tout cas, ou en Europe, mais je sais pas chez vous, mais c'est souvent d'avoir une espèce de rhétorique qui veut plus rien dire de mon point de vue souvent, c'est d'avoir le réflexe de demander au patient qu'est-ce que tu ressens. Et je crois que nous nous rendons pas compte, quand nous demandons à quelqu'un qu'est-ce que tu ressens, nous nous rendons pas compte qu'est-ce que c'est que l'expérience de ressentir. C'est comme si c'était une évidence. Ressentir, je me centre et puis je dis des mots. Mais non, mais c'est pas du tout ça. Ressentir, c'est comme si c'est un rythme, par exemple. C'est un rythme. C'est-à-dire que dans nos histoires de vie, nous avons été en relation avec des environnements qui nous ont donné le temps de ressentir ou pas le temps de ressentir. Moi, dans ma clinique, j'ai vu des enfants à qui on ne donne pas le temps de ressentir. C'est-à-dire qu'il y a une précipitation, une tension telle que l'enfant n'a pas le temps de rassembler le minimum de son expérience et d'ébaucher un geste que la conclusion déjà arrive. Donc, c'est ça les empreintes. C'est ça qui fait la qualité de ce que nous sommes capables de contacter. Plus nous avons... Alors, ça a des conséquences, bien sûr, là aussi, on pourrait dire sur l'éducation. Hein. Ça a des grandes conséquences sur l'éducation. C'est-à-dire que si nous ne prenons pas le temps, c'est-à-dire en termes de rythme principalement, hein, c'est d'abord un rythme, de nous installer dans une attention, d'avoir le souci de soutenir des ébauches de sensations, de curiosité par rapport à ce que serait le monde sensible, de pouvoir nommer ces variations, alors nous appauvrissons le contact. Ça, c'est une évidence. Et si nous appauvrissons le contact, alors nous appauvrissons les inventivités et les créativités. C'est un peu cette logique. Et donc, on a une excitation qui, au départ, et c'est la vie, hein, c'est la vitalité, l'excitation. Et si nous en prenons pas soin, c'est-à-dire que si nous prenons pas soin de l'accueil pour qu'elle ne soit pas surexcitée, comme je peux voir actuellement beaucoup d'enfants on surexcite, c'est-à-dire qu'ils sont complètement crispés et toniquement,
qu'on surexcite, c'est qu'on ne prend pas soin de cette matière première que nous allons devoir accompagner et soutenir pour transformer en variation et en multiplicité de monde. Bien, entonces voy a hacer la última pregunta que tiene que ver con una afirmación que hace en su texto que me parece muy llamativo y es, el niño coreografía su mundo y danza la situación en una especie de hueco de un paisaje parental. ¿A qué se refiere con esto? L'idée de chorégraphier, oui, ça c'est quelque chose qui m'est apparu il y a longtemps en fait. Et ça c'est le travail que j'ai fait avec les bébés, mais aussi avec les personnes très handicapées. C'est quoi cette idée? C'est comme j'ai commencé, hein, si je cours, je m'essouffle. Soit je pense ça comme un phénomène physiologique de la respiration, je m'essouffle. Mais j'ai été formé, moi, avec des personnes qui disaient que l'essoufflement, c'est une manière d'interpréter la situation. Mon souffle est en train de dire quelque chose par exemple, quand je suis en montagne, mon souffle dit quelque chose de la montée. Je pourrais en dire quelque chose en disant « Oh, ça monte très fort ». Je peux dire « Je suis fatigué ». Je peux dire « Oh là là, c'est haut encore ». Mais je peux le dire aussi avec ma respiration. Et ma respiration, elle a une façon de le dire qui est l'essoufflement. Voilà. Et alors, si nous transposons ça avec les enfants, par exemple, j'ai un exemple, je crois que peut-être je le donne dans cet article, mais un exemple qui me paraît démonstratif de ça. Au début de notre vie, nous sommes portés. Nous sommes portés, c'est indispensable. Et donc, il y a des portages qui sont très différents. Et j'ai le souvenir d'un enfant porté par j'allais dire pas qu'une maman, une famille qui avait un style très vif, très haché, très heurté, très tonique, très intrusif, on pourrait dire. Moi, je le vivais un peu comme ça, sur un mode un peu intrusif. Les choses sont jetées, les mots sont dits fortement, beaucoup d'interjections, beaucoup d'interpellations. Et le portage était un peu pareil, c'est-à-dire que c'est l'enfant secoué, très tonique, très porté comme ça, très serré. Eh bien, l'enfant, il va interpréter avec son corps cet environnement-là. Et il va l'interpréter, ça va donner comme un chorégraphe dirait à un danseur, essaye de me danser ce monde, le monde du vif, du heurté. Et alors forcément, le danseur va faire plein de sursauts. Il risque d'être plutôt crispé. Il va pas être « Oh, c'est tranquille ici ». Non, il va être comme ça. Et l'enfant, donc, le bébé, il est pareil. Hein. Donc, on voit arriver à ce moment-là, c'était en crèche, on voit arriver cet enfant très, très tonique, qui se portait presque tout seul, hein, qui est habitué à être vif. Et alors, il a affaire à une professionnelle qui, en général, dans les structures de petite enfance, les professionnels ont un imaginaire que être bon professionnel, c'est être dans la douceur, le calme, le relâcher, on parle doucement, etc. Donc, l'environnement complètement opposé à cet enfant. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à pleurer et à hurler dans cet environnement-là. C'est-à-dire qu'on lui propose un environnement à l'opposé de son monde, hein, de ce qu'il est capable d'interpréter. Il pleure, il crie, il n'est pas bien du tout. Alors la professionnelle, elle finit par être énervée, agacée, alors elle se crispe un peu, elle s'énerve un peu, et l'enfant se calme. Ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est intéressant à différents niveaux. C'est intéressant au niveau de l'enfant chorégraphier son environnement, il y a une empreinte, il va dans un environnement différent, c'est l'inconnu pour lui. Il va participer à créer l'environnement qui lui convient. Ses cris, ses hurlements crispent le portage et tout va bien. Et c'est la personne qui porte qui va mal en disant oui, mais je peux pas être comme ça, c'est pas être bien, c'est pas être une bonne professionnelle si je suis agacé, crispé. Alors il a fallu beaucoup travailler avec cette personne pour lui dire oui, mais il faut que je lui donne quelque chose de son monde. Et quand tu lui auras donné quelque chose de son monde, alors
il pourra te rejoindre et à ce moment-là, tu pourras lui proposer une variation, tu pourras lui proposer quelque chose de plus relâché. Mais on ne peut pas partir sur des contrastes. On le vit nous-mêmes hein, quand nous recevons des patients qui ont une certaine tonicité, qui ont une certaine manière de parler, un rythme, et on sent bien que ce que nous leur proposons, des fois, c'est à l'opposé. Et ça les angoisse. Et nous aussi, on est angoissés parce qu'on se dit, oh là là, mais on va pas pouvoir, je vais pas pouvoir supporter cette manière d'être au monde. Hein. Et alors, des fois, ça nous demande de faire un effort pour nous rejoindre, hein, pour donner quelque chose. C'est ça le tonique, chorégraphier le monde. Hein. Nous chorégraphions en permanence le monde. Ça, c'est très important. Et alors, j'avais, moi, une formation où on me disait, nous ne montons pas un escalier, nous interprétons l'escalier. Si j'interprète bien l'escalier, c'est-à-dire que je mets les pieds où il faut, je mets la main où il faut. Si j'interprète mal, je chute. Donc, je ne monte pas un escalier, je l'interprète. Donc, c'est comme, je le danse. Hein, c'est comme un chorégraphe dirait à un danseur, bah, allez, danse-moi l'escalier. Hein, donc, c'est ça, cette idée de chorégraphier. Et donc, je pense que en permanence, nous chorégraphions le lien au monde. Ça, je crois que ça fait aussi partie de du théorie du chant. Et nous le chorégraphions d'abord dans notre corps, c'est-à-dire toniquement, avec nos états émotionnels. Et avec surtout nos états émotionnels. Bien, Pierre-Yves. Comme je crois que vous voulez répondre à la dernière question. Oui, voilà. Justement, parce que j'en venais avec ces états émotionnels. C'est un acte, il y a plusieurs types d'actes. Hein. On parle de l'acte, il y a des actes, des mouvements différents, des actes différents. Alors, c'est des manières de s'engager dans la relation différentes. On a vu, il y a un acte réflexe au départ, il est un peu tourné sur soi. Et puis, il y a des actes d'imitation, où j'imite un modèle. Mais il y a un acte qui me paraît très important dans le processus de contact, c'est ce qu'on appelle l'acte d'identification, qui rejoint la chorégraphie. C'est-à-dire que je crois que ça nourrit les processus d'empathie, ça nourrit les processus de sympathie, d'empathie. Par exemple, quand je regarde, on va dire un enfant qui monte des cubes les uns sur les autres, il ne fait pas qu'un acte moteur de monter des cubes les uns sur les autres. Si ça tient en équilibre, c'est parce qu'il est capable de sentir. Il sent que ça tient en équilibre ou pas. Si vous faites l'expérience, vous verrez que si vous jouez à ça, vous verrez que il faut que vous vous identifiez à ces cubes qui sont montés et vous sentez la chute. Vous sentez si ça tient ou si c'est en déséquilibre. C'est ça l'idée que si je suis en lien avec une personne, il faut que ça soit un lien affecté. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse éprouver, avoir des hypothèses sur qu'est-ce qui est éprouvé. Alors, ce sont des hypothèses, attention, ce ne sont pas des vérités. Hein. Je ne sais pas pour l'autre, je ne peux pas savoir pour l'autre. Mais ça passe aussi par mes états émotionnels, ça passe par du tonique, hein, dans un dialogue tonique, qui fait que je vais éprouver quelque chose dans la rencontre. Voilà. Et que c'est nécessaire, indispensable. Et alors, je crois que ça fait référence, en effet, au texte sur la dépression, hein, où, à un moment donné, j'éprouve quelque chose du dur, du froid, hein, de quelque chose de minéral dans la relation de cette maman et de ce bébé, quelque chose, et puis de ce bébé aussi, hein, par ce mouvement de tête là, qui est très caractéristique. Quelque chose de très tranché, comme ça, très minéral. Il faut que je sois touché de ça. Il faut que pour identifier qu'est-ce que je contacte et pouvoir le donner à vivre. C'est toujours, ça me permet de mieux préciser toujours ces variations de qu'est-ce que je contacte. Voilà. Ça, c'est pour moi primordial. J'espère avoir répondu. Vous avez bien répondu à la question. Bon. Donc, je crois qu'on est fini. Dani, si no tienes más preguntas. No, tengo muchas preguntas, pero creo que podemos llegar aquí totalmente agradecido. Creo que es una aproximación. Me quedan muchas preguntas referidas al tema de la posición depresiva, de la palabra, de la intervención, de esta danza, ¿no? Hay una frase que la quiero dejar acá, que dice, no pido al bailarín que me demuestre lo que baile.
No le pido que me lo describa, le pido ser afectado y me entrego para ser afectado. Entonces, quiero dejarla por acá porque quiero despertar un poco ese deseo de saber y agradecer plenamente a Pierre Vives todo lo que tienes para entregarnos y bueno, nada, despedirme desde acá. Gracias Johnny, gracias por permanecer también. Ok, ben, si nous sommes logiques, je vous remercie aussi parce que moi, ça m'aide aussi à chaque fois. Ça m'aide à chaque fois de préciser. Donc, nous sommes bien dans une individuation partagée. Donc, merci à vous. Si jamais il y a besoin de préciser des choses, je reste disponible. Hein. Merci Milan. Bueno. Merci à vous. Bonne journée à vous. Bonjour. Gracias, hasta luego. Ciao. Chao.